Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 66 millions de procureurs. C'est la première émission officielle de la saison, hein, ça y est, donc presque la première émission officielle, vu que c'était des pilotes pour ceux qui étaient là parmi vous. Ce soir, on va aborder un thème qui, encore une fois, je suis sûr, va susciter plein de réactions de votre part. Euh, Globalement, c'est le rôle du président, mais je vais laisser mes camarades expliquer plus en détail quel est l'objectif de l'émission de ce soir. Je suis donc accompagné d'Alexis Salut. et d'Adrien. Eh ben, bonjour à tous, ravi de vous retrouver Voilà. une fois encore. Et avec nous ce soir, on a Anouk. Bonjour à toi, Anouk. Merci d'être venu. On a Captain Rob qui était déjà venu pour la première émission politique. On est ravi de le retrouver. Et Mathias, toi, tu es haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, c'est ça? Et ben, en tout cas, bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ces débats. Et Captain Rob qui a fini deuxième à notre grand quiz C'est la vrai, semaine rappelons-le. dernière. Donc, c'est vrai que c'est la rentrée. La rentrée, c'était un peu la semaine dernière, mais en fait, c'est vraiment notre vraie rentrée pour nous. Mais pas de doute, c'est aussi la rentrée pour la classe politique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ce week-end, mais elle a été particulièrement active. On a eu le dernier débat de la primaire écolo, enfin, en tout cas pour le premier tour. On a eu la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo. On a eu le lancement de campagne de Marine Le Pen, les tergiversations d'Éric Zemmour, le rapprochement entre Bertrand et les Républicains, Valérie Pécresse à la fête de l'UMA. Bref, pas de doute, la campagne s'emballe et on espère pouvoir la vivre avec vous tous les lundis soirs. Avant de commencer, juste, on a des réseaux sociaux, on va faire la pub, c'est le moment promo. Et on a un compte Twitter, un compte Facebook. Si vous n'avez pas les liens, on peut vous les mettre dans le chat. C'est important si vous pouvez les suivre, ça nous aide beaucoup, ainsi que cette chaîne Twitch, parce que c'est là qu'on communique sur les prochaines émissions, les thèmes, ce que l'on va faire, et c'est là aussi qu'on peut échanger avec vous. On a également une chaîne YouTube où tous les replays sont présents. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va annoncer le thème de la prochaine émission. Enfin, rapidement, les règles, là, parce qu'on est de retour sur un format un peu plus classique de 66 millions de procureurs. Dans le chat, parce que je m'adresse à vous, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des sujets particuliers que vous souhaitez voir à évoquer, n'hésitez pas à aussi également interpeller tout le monde, à débattre entre vous. Bref, c'est votre émission. Et ben, sans plus tarder, je te propose, Adrien, de Ouais, nous introduire tout ça. eh ben tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du président de la République et de ses pouvoirs, de son rôle. Alors, l'élection à la présidence de la République, c'est certainement la plus importante dans notre vie démocratique. Elle nous demande d'élire tous les 5 ans un ou une chef de l'État qui dispose d'une place absolument centrale au sein de nos institutions. Alors, historiquement, les Troisième et Quatrième Républiques accordaient peu, en tout cas beaucoup moins d'importance concrète à la personne du chef de l'État. Et c'est le Parlement qui était bien au centre des mécaniques institutionnelles, qui peinait d'ailleurs bien souvent à constituer des coalitions stables pour gouverner. La dynamique de la Ve République peut être regardée comme une réponse à cette instabilité, avec une volonté politique affirmée du général de Gaulle à l'époque, qui voulait être une tête à un grand État. Et même si la Constitution de 58 pouvait laisser penser que c'est le Premier ministre qui tiendrait les rênes de la politique intérieure, on en reparlera très probablement, eh bien la pratique politique et la légitimation toujours plus grandissante du président, notamment via son élection au suffrage universel direct, a dessiné un tout autre chemin pour cette fonction. Alors, l'Élysée aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord autour de 800 agents en équivalent temps plein, dont 58 conseillers au cabinet du président, pour un budget en 2020 qui s'élevait à 105 millions d'euros. Donc, c'est pas rien. Le président est élu avec la volonté affichée de mettre en œuvre un programme politique qu'il a exposé pendant sa campagne. C'est lui qui va définir tous les grands axes des politiques publiques qui doivent être menées pendant son mandat et qui nomme le Premier ministre et son gouvernement. Alors, il doit également assurer le bon fonctionnement des institutions, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il dispose du pouvoir réglementaire, ratifie les traités, promulgue les lois, est chef des armées, et cette liste est bien sûr non exhaustive. Pour dire que son rôle est parfaitement central, et on qualifie même souvent notre régime politique de présidentialiste ou semi-présidentiel, même si en pratique, l'étendue des pouvoirs du président de la République a pu varier selon que la majorité à l'Assemblée nationale coïncide ou non avec celle qui l'a élu. C'est la question des cohabitations, dont on va sûrement également parler tout à l'heure. Notons quand même que depuis 2002 et la réforme du quinquennat, l'Assemblée a toujours été de la même couleur politique que l'exécutif. Alors,
Au vu de l'importance de cette fonction, il est plutôt étonnant de voir que sa place institutionnelle est finalement peu débattue, d'autant plus durant les élections qui visent à élire le prochain ou la prochaine chef de l'État. Cette fois-ci, cependant, après un mandat qui est marqué par les gilets jaunes, par une gestion de la crise sanitaire qui a été critiquée peut-être par trop de verticalité, on a entendu des revendications réclamant des changements forts concernant les pouvoirs du président, ou en tout cas la manière dont il les exerce. De là à supposer que cette campagne, sur ce point en tout cas, ne sera peut-être pas comme les autres, il n'y a qu'un pas. Alors la première question qu'on va vous poser, merci encore une fois d'être là, tous nos invités. Est-ce que vous pensez, vous, que dans cette campagne, ces questions institutionnelles vont occuper une place prédominante, oui ou non? Captain Rob, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Mathias, pourtant, on a vu que dans certains candidats, notamment à la primaire écologiste ou aussi dans le programme du PS qui a été dévoilé fin août, même au RN, il y a des, des choses. Enfin, la question est évoquée. Est-ce que toi, tu penses que ça va être un thème central de la campagne ou pas du tout? Malheureusement, non, je pense pas. Je pense que c'est en effet un sujet qui sous-tend beaucoup de réflexions aujourd'hui sur nos institutions dans beaucoup de partis. Mais vu comment la campagne s'engage, je rejoins assez Captain Europe sur le fait que je pense que ce Non, thème-là aura attends, un peu de mal à s'imposer. Alors on je va me, juste vous interrompre, on je a me un petit permets. souci technique. Voilà. Ah, A priori, on n'entend pas les invités. Bon, on va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Voilà, donc en fait, nos deux, parce que pour l'instant, Captain Rob et Mathias sont intervenus, les deux pour dire ah, on entend Mathias. Ah, Bon, si bah, on vous entend savez ce que Mathias a dit. Mathias. Donc Captain Rob, c'est no cam, no micro, mais du coup, on va avoir du mal à avoir un débat si on ne te Ah voit mais ni ne t'entend pas. je Captain crois Rob, qu'il il est n'est pas toujours en encore mute, mute. Captain Rob. Oui, Captain Rob, il pourrait se démute peut-être. Ah, est-ce que Voilà. normalement, peut-être qu'on va l'entendre. Est-ce que vous l'entendez là? Vas-y, Le chat, dites-nous tout, vous inquiétez pas, encore une fois, ce stream est un stream de professionnels. Alors, peut-être pendant ce temps-là, peut-être que Anouk peut nous donner son point de vue. Ouais, bah, je vais spoiler un peu la réponse de Captain Rob du coup, puisqu'il n'y aura pas trop de débats. Je pense également que ce ne sera pas un sujet central des débats. En tout cas, ça n'en prend pas la direction. Je le regrette également, comme vous deux, j'ai l'impression, au profit d'autres sujets. Par contre, Captain Rob parlait du fait que c'était peut-être un sujet qui n'intéressait pas les Français. Je pense que c'est aussi un sujet auquel on ne fait pas s'intéresser les Français. Les médias ne mettent pas ce sujet en avant. Les médias jouent énormément sur la sécurité, les médias et les autres partis politiques. C'est un sujet qui pourrait être rendu intéressant, mais qui n'est pas non plus privilégié par les candidats et candidates. Alors, le temps qu'on récupère Captain Rob, on a vu quand même pendant les primaires écologistes que certains candidats s'étaient intéressés à cette question du rôle du président. Est-ce que vous avez un peu suivi cette histoire-là? Quelqu'un? Disons que chez les écologistes, cette question quand même de la présidentielle et du président de la République, c'est consubstantiel à leur façon de concevoir la politique et ils ont toujours été assez rapides à se prononcer sur le sujet. Aux dernières élections d'ailleurs, ils n'avaient pas présenté de candidat puisque Yannick Jadot a décidé de rejoindre Benoît Hamon avec beaucoup de succès. Mais je pense que c'est assez normal que cette question-là taraude un peu les écologistes parce que pour eux, ils ont toujours été opposés à cette présidentialisation en quelque sorte de la vie politique française. Ok. Mais justement, je ne sais pas, Anouk, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, pas spécialement. Mais peut-être sur l'élection en elle-même, on va peut-être s'arrêter 5 minutes sur ce sujet. Il y a peut-être deux questions. On a eu 11 candidats en 2017. Est-ce que vous estimez qu'en termes de candidats, l'offre est suffisamment diversifiée et représentative? Alors, diversifiée et représentative, tant en termes de population que politiquement. Anouk, est-ce que toi, tu t'es retrouvé en 2017? Est-ce que l'élection présidentielle, qui est donc l'élection majeure, on y reviendra, permet-elle à tout type de mouvement de se représenter, de se présenter justement?
Non, j'en avais pas spécialement l'impression en 2017, j'en ai pas spécialement l'impression vu comment ça se destine pour 2022. Et ça me paraît assez évident le fait que les Français ne se sentent pas représentés vu le taux de participation. Je pense que c'est assez révélateur du fait qu'une partie de la population, une bonne partie de la population ne se sent pas représentée et du coup refuse de continuer à jouer le jeu. T'es d'accord avec ça, Mathias? Assez, ouais, dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même un peu une fausse diversité en fait, parce qu'on sait bien que ce qui est important c'est de se qualifier au second tour en quelque sorte, et c'est le second tour qui compte, et à la fin, et le système politique et médiatique fait que sur les 17 candidats, il y en a beaucoup qui ne parviennent pas à exister tout simplement. Si on fait un petit parallèle rapide, quand on regarde les élections présidentielles aux États-Unis, on oublie souvent qu'il y a aussi beaucoup de candidats. Pourtant, tout est toujours écrasé par le Parti républicain, le Parti démocrate. Moi, je pense que l'élection présidentielle, par le mode de scrutin à 2 tours, fait que mécaniquement, c'est pareil. Ça ne permet pas la diversité réellement d'exister. Et je vais me permettre de poser cette question, là, après je te laisse, Maître Benz, Adrien, je ne sais plus comment. Mais justement, est-ce que, tu as parlé des États-Unis, est-ce qu'il y a un profil pour se présenter à l'élection présidentielle et pour devenir président de la République? Et là, on parle du profil, est-ce qu'il faut une expérience parlementaire, une expérience ministérielle, est-ce qu'il faut être un ancien fonctionnaire? Si on fait une rapide comparaison avec les deux grandes autres démocraties, qui sont le Royaume-Uni et les États-Unis, on voit qu'au Royaume-Uni, les premiers ministres, bon, les chiffres datent un peu, mais ils étaient au Parlement pendant une vingtaine d'années, dont 8 ans passés en tant que ministre, parce que les ministres sont membres du gouvernement, du Parlement au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on a des présidents qui ont été des anciens gouverneurs pendant longtemps ou qui ont une courte carrière au Sénat, qui est un tremplin. En France, et peut-être avant Macron, depuis Macron, je ne sais pas, Anouk, est-ce que tu penses qu'il y a un profil pour être président de la République? Ouais, être un homme blanc. Pas pour l'instant. Hein. Et en termes de background, de parcours, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à... président, mais je trouve que ça fait quand même déjà des critères assez restrictifs et qui, encore une fois, bloquent sur le fait que les Français se sentent représentés. Donc ça fait lien avec ce qu'on disait auparavant. Tu es d'accord avec ça, Mathias? Ouais. Je pense que c'est plus je dirais plus que c'est le système de sélection sociale à la française qui fait qu'il y a un certain nombre de profils qui, un peu toujours les mêmes, qui émergent. Et en effet, il y a une petite manque de diversité au final dans les gens qui sont effectivement élus, si on regarde nos derniers présidents. Ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs, je pense, avec les autres républiques. Hein. Enfin, je veux dire la troisième et la quatrième, où il y avait des profils et des origines peut-être un peu plus diversifiées que ce qu'on a aujourd'hui sur le président de la République. Et pour rebondir aussi sur cette question de la représentation, pour moi, le mode de scrutin tel qu'il est fait aussi, le problème qu'on a, c'est qu'à la fois, on hyper-présidentialise la vie politique, et en même temps, au final, on a un PR qui est élu, en tout cas récemment, et depuis 2002, quasiment que par défaut, et plutôt à chaque fois plutôt contre que pour, et qui n'a pas une légitimité politique si forte que ça, parce que si on regarde Emmanuel Macron, certes, surtout quand on compense avec les votes blancs et l'abstention, la base électorale d'Emmanuel Macron, c'est 24%. Voilà, c'est assez faiblement représentatif quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des partis. Quel est le rôle pour vous de ces mêmes partis dans la désignation même des candidats? Je crois qu'on a récupéré Captain Rob, on peut peut-être lui poser la question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le chat m'entend? Oui, c'est bon, je crois. Nous, on t'entend, mais je ne sais pas si le chat... Est-ce que vous l'avez entendu dans le chat? Oui, ça a l'air bon, ça a l'air miracle, c'est bon. Je vous ai perdu, j'ai pas entendu ta question, Adrien. Ah, ma question, c'était par rapport au rôle des partis dans la désignation même des candidats, puisqu'on en a parlé, ces partis qui mangent un peu tout le monde, notamment aux États-Unis. Mais bon, là, en France, quel est le rôle des grands partis et même des plus petits dans cette désignation des candidats? Captain Rob, vas-y.
peut-être sur ce point? Il est majeur et il y a un effritement en tout cas des partis traditionnels. On l'a vu en 2017. Pour la première fois d'ailleurs depuis le début de la Ve République, on n'avait aucun des deux partis de gouvernement qui était au second tour. Je pense qu'il y a une recomposition qui est en train de se faire, mais aujourd'hui, Macron a quand même fait un peu le vide autour de lui, et oui, ça va être les partis dominants, je pense, qui vont être encore entendus pendant cette campagne. Anouk est toujours là? Anouk, est-ce que tu es avec nous? J'ai peur que non, Quand on a décidément essayé ce soir. de le relancer, elle Ouais, je disait crois qu'elle que vous n'entendait toujours m'entendez. pas. Alors, D'accord. Mathis, sur le rôle des partis, est-ce que c'est quand même intéressant? De Gaulle voulait les chasser. Pour la première fois, ils sont reconnus dans la Constitution. Depuis 1962, depuis l'élection du président à l'élection universelle, au suffrage universel, ils sont de nouveau là. Depuis les années 70, c'est des machines électorales. On pense notamment à ce qu'a fait Jacques Chirac avec le RPR. Qu'est-ce que tu penses de leur rôle, toi, dans cette vie démocratique? Le premier constat, je pense qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quand même largement discrédités dans la population. Je pense avec le Parlement, c'est une des institutions, les partis sont une des institutions quand même dans lesquelles les Français ont le moins confiance, ce qui signifie quand même pas mal de choses, à mon avis, sur leur place dans la vie politique. Après, malheureusement, on a, comme le disait Captain Rod, on a un système de financement de la vie politique qui donne une grosse prime aux vainqueurs et mécaniquement qui leur laisse une grosse place en termes de communication et de poids pour peser dans les campagnes. Et qui vient, encore une fois, je pense peut-être amoindrir cette diversité de l'offre politique dont on parlait un peu plus tôt. Il faut dire aussi que les partis en fait sont victimes d'un appauvrissement de plus en plus important dans la pensée, que ce soit les Républicains, le Parti socialiste. Il n'y a aucune proposition, il n'y a aucun programme clair qui a été discuté depuis 2017. Il y a des chapelles internes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les programmes des candidats à la présidentielle, bien souvent, c'est externalisé à des think tanks, puisqu'ils n'ont plus les capacités, aussi à cause des financements qui ont été réduits à peau de chagrin, de pouvoir penser comme il se doit les choses. Je pense que les partis, en termes idéologiques, sont beaucoup plus élastiques qu'ils n'étaient par le passé, parce que du coup, ils veulent juste gagner l'élection. C'est ça que tu sous-entends? Il n'y a pas de l'identité Oui, politique c'est un peu propre à ça. un parti? Il n'y a plus trop d'identité. Et puis, le système des primaires aussi a fait beaucoup de mal, puisque au lieu de regarder les débats sur certains sujets, ça a plus montré des dissensions au sein des partis. Donc, en fait, ça fait que contribuer, alors même que l'esprit était l'inverse, la philosophie initiale, c'était l'inverse, mais ça a contribué à la décadence de ces partis. Oui, mais Les primaires. oui. Adrien, vas-y. Justement, la question des primaires, on aura l'occasion d'y revenir, hein, c'est sûr. Je crois que Mathias avait un dernier truc à dire avant, juste. Vas-y, Mathias. C'était juste une réaction justement là sur les primaires. Je pense qu'il y a aussi un apprentissage à faire de l'usage de la primaire, mais c'est vrai qu'on va voir avec les désignations de cette année. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a été assez paradoxal, elles ont plutôt été une machine à élire des militants et des gens qui parlaient au petit cœur du militantisme dur du parti, que ce soit Fillon, que ce soit Hamon, etc., et pas forcément à faire émerger la figure la plus présidentialisable en quelque sorte, et qui a une chance vraiment de l'emporter après dans l'élection. Je ne veux pas inventer un énorme secret, mais peut-être qu'on reparlera des primaires. Juste rapidement sur les partis, on a parlé plutôt des principaux partis. Est-ce que l'élection présidentielle, on peut dire qu'elle structure la vie politique française, Captain Rob, on serait d'accord avec moi pour dire ça. Que penser du coup des plus petits partis qui se présentent? Est-ce que c'est pour vous une vitalité démocratique? On a eu 11 candidats en 2017. Et pourtant, vous étiez tous d'accord pour dire que c'est pas très représentatif. Donc, ces 11 candidats, ces petits partis, donc ils font, on va dire, je vais dire moins de 5% pour pas inclure le PS dedans. Mais est-ce que c'est une vitrine pour aller gagner des élections intermédiaires après, ou est-ce que c'est un signe de vitalité démocratique pour toi, Captain Rob? Les deux, mais ça reste un signe de vitalité démocratique dans le sens où ça permet quand même pour eux d'avoir une écoute
et d'avoir de pouvoir avoir un minimum d'impact lors de ces débats qu'ils n'ont pas en temps normal. Et puis ça permet quand même sur certains sujets d'aller challenger les plus gros, et ça oblige aussi les plus gros à se positionner. Donc pour moi, ça reste quand même assez intéressant, même si malheureusement ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Là, dans le chat, on nous dit que les partis manquent de vision et qu'ils n'arrivent plus à s'adresser à une population qui est de plus en plus informée sur des sujets divers. Je crois qu'on a récupéré Anouk. Anouk, est-ce que tu veux rebondir à ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je crois que c'est bon. Ok, super. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Captain Rob et Ok. je pense que c'est important d'avoir ces petits partis qui sont présents et c'est aussi une opportunité peut-être pour face à ce manque de représentation qui se voit surtout dans le second tour, qu'on ressent un peu au premier tour, mais c'est peut-être quand même une occasion de pouvoir au premier tour essayer de voter pour au lieu de voter contre. Donc encore une fois, le mode de scrutin, pour le coup, là, je suis aussi d'accord avec Mathias, est assez à blâmer dans le fait que derrière, on ne puisse pas poursuivre cette envie de voter pour, qu'on ait l'occasion de le faire éventuellement qu'au premier tour, mais ça reste important d'avoir des petits partis et de ne pas avoir uniquement 2 ou 3 gros partis. Je ne suis pas totalement d'accord en fait sur le voter pour au premier tour, parce que je pense qu'avec l'émergence du Front National et du Rassemblement National maintenant, un peu comme quasiment le premier ou le deuxième parti de France selon les élections, il y a beaucoup de personnes qui, j'ai envie de dire, même dès le premier tour, vont avoir tendance à voter pour être sûr que le candidat pour lequel ils préfèrent voter, on va dire en seconde best, soit au deuxième tour, quoi. Et pas forcément, c'est leur candidat et était autour de 10% des sondages a vraiment voté pour lui au premier tour. Et pour répondre aussi à... Je pense que le premier tour, ouais, mais c'est une opportunité de le faire. Je ne veux pas forcément dire que tout le monde va la saisir. Du fait du mode de scrutin, on va quand même être incité à voter pour des personnes qu'on imagine avoir des chances de passer au second tour, mais ça reste quand même une possibilité au moins qui nous est offerte et de les entendre et de les voir s'exprimer. Et pour répondre pour réagir à ta question, Alexis, oui, aujourd'hui dans la vie politique française telle qu'elle est structurée, les petits partis, s'ils veulent exister, ne serait-ce que médiatiquement, exister donc tout court, il faut qu'ils soient présents au premier tour de l'élection présidentielle, même si c'est pour rien et que c'est juste pour occuper un peu du temps d'antenne. Et la vraie difficulté, c'est qu'après, ils ne sont plus présents nulle part. Il faudrait justement leur donner, à mon avis, un peu plus de place dans d'autres institutions. Ok, question dans le chat. Il y a un Mister Minifeu qui nous dit les politiques préfèrent maintenant créer des mouvements à l'intérieur même des partis. C'est vrai qu'on a eu ça quand même, notamment Valérie Pécresse, je pense à Libre. Jojo Grain nous demande si la démocratie est-elle réellement le meilleur système politique. Je pense que c'est pas forcément aujourd'hui en 2 minutes qu'on pourra répondre à cette question, Jojo Grain. C'est le pire à l'exception de tous les autres. Voilà. C'est Churchill. Adrien, un dernier point peut-être sur cette partie avant de passer à autre chose. Alors oui, on a beaucoup parlé, on a un peu parlé du mode de scrutin, on a parlé de la désignation par les partis. Que pensez-vous du système des 500 signatures qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir se présenter? Anouk? J'ai du mal à croire à sa pertinence maintenant. Je trouve que c'est dommage de passer par des personnes qui ont déjà été élues pour ensuite sélectionner qui peut se présenter à la présidentielle. Ça limite à nouveau les opportunités d'avoir une offre variée sur les candidats. Je comprends ce choix, la volonté de limiter un peu, mais je ne suis pas certaine de sa pertinence. D'accord. Que quelqu'un souhaiterait rebondir? Tout le monde est d'accord? Je suis assez d'accord. Je pense que c'est utile d'avoir on va dire une petite barrière à l'entrée, mais je pense qu'au-delà de la voie de l'élection des 500 signatures, faudrait prévoir une autre possibilité de voie, je ne sais pas, avec un nombre minimum de signatures de citoyens, etc. Et en effet, sortir de la logique de pure, on va dire, cooptation par d'autres élus. Captain Rob, un dernier mot sur cette partie? Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai frisé un petit peu. Tout à fait, on t'entend, nous. Donc après, peut-être le chat, expliquez-nous si vous ne l'entendez pas. N'hésitez pas. Voilà. On était sur quel sujet, du coup, là? Ouais, les 500 signatures pour finir sur l'élection. Non, on passe.
j'ai pas nécessairement de choses à dire là-dessus. D'accord. Mais peut-être de manière plus globale, on parlait tout à l'heure de manque de représentativité. C'est peut-être, enfin, le mode de scrutin, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui? Anouk avait l'air de pas trop être d'accord. Il faut pas oublier quand même qu'il y avait une effervescence à l'époque, en tout cas quand il a été mis en place pour la première fois en 65, parce que c'est la première fois que le président de la République était élu au suffrage universel. C'est ce qui avait été décidé 3 ans plus tôt, et ce qui a été vécu comme une avancée majeure en 65, c'est un peu navrant de voir qu'aujourd'hui c'est considéré pour beaucoup comme normal, voire blasant. Et là où je rejoins Alexis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'élection qui est devenue un événement structurant dans la vie politique, je pense même que ça a pris une place démesurée. Parce que malheureusement, aujourd'hui, toute la vie politique, ça tourne autour de cette élection présidentielle, dans un système où le président il occupe toute une place centrale. Et je me demande dans quelle mesure en fait, la sacralisation de ce scrutin, elle porte pas au final plus préjudice au président de la République. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Okay. On y reviendra. Est-ce que quelqu'un veut quand même rebondir très rapidement avant qu'on enchaîne? Alors enchaînons. Alors on a beaucoup parlé de la forme de l'élection. Comment est-ce qu'on va élire le prochain ou la prochaine président de la République? Maintenant, parlons un peu de la légitimité démocratique, politique du président. Est-ce que le suffrage universel dont Captain Rob vient de nous parler, progrès, qui est perçu comme tel, en tout cas à l'époque, est suffisant pour légitimer le pouvoir présidentiel? Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, absolument pas, en fait. Et aujourd'hui, la Constitution, telle qu'elle est écrite, qui conduit à hyper-présidentialiser la vie politique autour d'un seul scrutin et d'une seule personne, c'est plutôt une machine à décevoir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a une fonction de président de la République qui concentre toutes les convoitises des partis, des hommes politiques, etc., toutes les attentes et en même temps les désirs des Français, parce qu'on attend tout du président de la République et cet homme présidentiel. Et pourtant, il est au final élu avec une base électorale qui est plutôt faible, et en tout cas qui ne lui donne pas une légitimité politique vraiment forte, et en plus avec des institutions qui ne lui donnent pas vraiment les moyens de gouverner. Donc on est un peu dans un système qui marche sur la tête pour moi. Je suis complètement d'accord avec Mathias. Nous aussi. Ouais, également, l'abstention, c'est révélateur d'un manque de légitimité. J'ajouterais aussi qu'il n'y a pas forcément d'exigence de casier judiciaire vierge qui crée aussi une autre légitimité qui manque, selon moi. C'est vrai que c'est un point qui revient souvent dans l'actualité. On se demande bien pourquoi. Au final, je pense que cette élection elle a plutôt tendance à polariser la vie politique française et à conduire à une forme de perte de qualité de débat, de réflexion, etc. Et que tout tourne autour de ça et plus autour de questions de personnes que de questions de programme ou d'idées in fine. Si on prend... pardon, quelqu'un voulait parler? Adrien? Non, Ouais, vas-y. je voulais juste Anouk, que vas-y. ça capte même terriblement les élections qui précèdent la présidentielle. Ça prend tellement d'importance que les élections qui la précèdent n'ont pas d'autre intérêt que de préparer le terrain des présidentielles. Ouais, tout à fait. Et même après l'élection. Même après l'élection, d'être un test pour le président. Toute élection est interprétée comme un plébiscite du président en place. Et justement, ça me fait penser, le président donc, est élu et donc toutes les élections sont des plébiscites. Si on prend les indiscrétions du Figaro du jour sur Macron qui critique en privé la mise en examen d'Agnès Buzyn. Il a dit « Cela fait peser un risque sur l'essence du politique, à savoir décider. Selon le président, le juge souverain, c'est le peuple. » La question aussi, c'est l'élection au suffrage universel du président de la République lui donne-t-elle un pouvoir suffisant pour qu'il n'ait rien d'autre à faire, enfin en tout cas rien d'autre à dire pendant 5 ans que d'attendre une autre élection? Est-ce que ça lui donne cette espèce d'aura intouchable? Est-ce que c'est normal selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de ces sorties qu'on a eues notamment de la part Joël Bayrou sur France Inter ce week-end, qui explique que voilà, il y a un risque avec la CJR, la Cour de justice de la République, c'est que le politique ne soit plus souverain, et le politique est souverain parce qu'il y a l'élection du président de la République au suffrage universel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce fait divers, Captain Rob? J'ai pas assez suivi ce sujet, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que
ça va créer un précédent, et ensuite, alors même qu'on reproche déjà aux personnels politiques de ne pas toujours prendre les décisions qu'il faut, ça va encore plus les rendre frileux, je pense, sur des décisions, sur des sujets qui sont sensibles comme celui du Covid. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathias, sur ce point-là, ce fait divers, si on peut le qualifier comme ça? D'un point de vue symbolique, je ne pense pas qu'il faille soustraire les politiques à tout mode et à toute justice, ni à garantir leur totale irresponsabilité, parce que la petite musique qui est derrière, on parle quand même d'une question d'irresponsabilité pénale. Donc, je trouve que c'est quand même assez lourd. Ils bénéficient déjà d'une justice d'exception pour les ministres, sachant que le président, lui, est irresponsable pénalement et pas du tout concerné par ces déclarations. Mais, et je pense que le droit, il faudra voir à la fin, mais je pense que le droit français tel qu'il est fait jusqu'à présent permet de conserver une marge d'action. Il y a les circonstances exceptionnelles, il y a la situation d'urgence, etc. Il y a plein de choses dans le droit français qui permettent toujours de décider dans des situations de crise, en s'extrayant justement du droit commun. Et jusqu'à présent, dans les différents politiques qui ont été poursuivis pour des sujets, on va dire, de choix en opportunité, je pense notamment aux affaires du sang contaminé, au final, ils n'ont pas été condamnés. Enfin, il faut juste que symboliquement. Il faut juste qu'on ait des garde-fous qui veillent quand même à ce qu'il n'y ait pas derrière une récupération politique ou une instrumentalisation via le juridique. Ça, je suis d'accord. Mais dans l'ensemble, et ce qui ressort des différentes contestations sociales, c'est qu'on a l'impression, en tout cas beaucoup ont l'impression qu'il y a une sorte de sentiment d'impunité chez les hommes politiques qui sont au-dessus de tout ça. Alors voilà, maintenant ça c'est une impression, peut-être que c'est pas tout à fait vrai, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné, et ma question est simple, juger les politiques comme les autres citoyens? Les politiques ou le président de la République? La question est ouverte. Je pense aussi, par rapport à ce que disait Captain Hope, je suis assez d'accord sur l'instrumentalisation politique, mais je pense qu'on a un système juridique et judiciaire qui est suffisamment bien fait, ou en tout cas suffisamment lent, pour ne pas être dans le même temps que le temps de la vie politique. D'accord. Anouk, tu as quelque chose à dire sur ce sujet? J'étais d'accord avec Mathias sur l'importance qu'il y a à ce qu'ils engagent leurs responsabilités, notamment parce que, autant pour le président, on pourra dire qu'il engage sa responsabilité dans le sens où potentiellement il va courir pour un deuxième mandat. S'il est seulement à son premier mandat, si c'est déjà le second, il y a une certaine forme d'impunité. Mais les ministres, c'est pas le cas, et c'est important qu'il y ait une cour qui puisse les juger. Quant à savoir s'il faut que ce soit quelque chose donc comme la CJR ou s'il faut que ce soit du droit commun, j'avoue que j'ai pas d'opinion complètement franche sur la question. D'accord. Quelqu'un peut nous expliquer la CJR en 2 mots là? Mathias ou Anouk peut-être? Vous avez l'air de savoir de quoi il s'agit. Je te laisse y aller, Mathias. Alors, de mémoire, hein, c'est donc Cour de justice de la République qui est là pour juger les anciens ministres en exercice. Et elle est composée de magistrats, pour moi, à égalité des magistrats des plus hautes juridictions, Cour de cassation, Conseil d'État, et à parité, je crois, de parlementaires. Donc, c'est des élus qui jugent d'autres politiques, et c'est pas comme un tribunal classique où c'est uniquement des juges ou des citoyens. Qu'est-ce qu'on a dans le chat à part Hervé Ducado qui nous dit Macron, il se prend trop pour le boss. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a Kamokato, la peur de devoir répondre de ses responsabilités devant la justice, sans contaminer notamment, fait qu'en période de crise comme cette année, le PR organise des conseils de défense, donc secrets, sur lesquels le citoyen n'a pas le droit de regard. On n'y gagne pas forcément au change. Il y a un manque, je pense qu'il y a un manque de transparence. La question derrière, c'est Kamokato, je ne sais pas, je ne veux pas trahir tes propos, mais tu voudrais qu'il y ait une délibération, mais en même temps, la Ve République,
On nous a dit que les régimes précédents n'étaient pas efficaces, qu'ils étaient instables, etc. Et du coup, la Ve République donne les pouvoirs au président pour qu'il soit efficace. Est-ce que le Conseil de défense, c'est pas quelque chose d'efficace et qui fait qu'on ait eu 30 000 morts de moins qu'au Royaume-Uni sur la crise Covid? J'en sais pas, je pose la question. Captain Rob, par exemple, parce que tu n'as pas entendu depuis, sur justement ce manque de transparence, sur cette super verticalité qu'on a vue pendant la crise sanitaire. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus, mais c'est sûr qu'en déclenchant des poursuites très tôt dans la crise, ça n'a pas dû rassurer, et forcément ça a entraîné des effets de contournement, puisque comme ils avaient peur d'être mis en examen pour n'importe quoi, je pense que ça a créé plus qu'autre chose, et c'est ce que sous-entend Kamokato, ça a créé plus une culture du secret qu'autre chose, et qui n'est pas forcément efficace, parce que peut-être qu'aussi la décision a plus tardé, ça a tergiversé, et ça a mis plus de temps dans la réponse. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus, ou est-ce qu'on passe, je sais pas, Adrien, peut-être sur la question de l'opposition? Est-ce que tu veux nous emmener là? On peut, hein, si Vas-y, personne je ne t'en veut prie. réagir. Alors voilà, cet homme, hein, qui concentre en tout cas énormément de pouvoir, quelle est la contrepartie de tout ça? Quel est le rôle de l'opposition, qu'elle soit institutionnelle ou populaire? Est-ce que finalement le mandat de 5 ans du président de la République, c'est carte blanche? Est-ce que cette élection suffit à légitimer ça? Ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui devrait se passer éventuellement? Je vous laisse la parole. Anouk, par exemple? Est-ce que ça suffit à l'universal? Je pense qu'on a déjà répondu sur le fait qu'on était d'accord sur le fait qu'il y avait un manque de légitimité sur l'élection présidentielle, donc un manque de légitimité du président. À partir de là, est-ce que c'est une carte blanche? J'ai tendance à croire que c'est un peu une carte blanche, ou en tout cas un peu plus une carte blanche depuis qu'on a couplé l'élection présidentielle et l'élection législative. Exactement. Et que c'est un peu trop une carte blanche, justement. Mathieu, Captain Rob, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. En fait, aujourd'hui, on a Deuxième fois, oh là là. on est complètement emprisonné en fait par ce quinquennat où le mandat, c'est ce que disait Anouk à l'instant, où il correspond exactement à la législature d'Assemblée nationale, le mandat présidentiel. Donc du coup, on a un parallélisme calendaire avec 2 élections qui suivent à un mois d'intervalle, et à moins qu'il y ait un jour une dissolution, une motion de censure ou une vacance du pouvoir présidentiel, ça va rester comme ça. Pour moi, il n'y a que la vacance présidentielle aujourd'hui, ou un coup de tonnerre politique qui déboucherait sur une crise majeure qui changera la donne, parce que ce format de quinquennat mixte, rapproché, au final, ça réduit les chances, les risques d'une cohabitation ou d'une motion de censure, parce que avec ce calendrier commun, il y a évidemment un alignement d'intérêts. On a une majorité qui n'a plus aucun intérêt à faire tomber son gouvernement. On a un président qui a beaucoup moins d'intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale et à perdre sa majorité. Et du coup, ça a accéléré aussi, je pense, que le fait que le Parlement ne soit qu'une chambre d'enregistrement, malgré la réforme de 2008. Je suis pas tant... je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça donne l'illusion d'avoir une carte blanche, parce qu'en effet, on a totalement démonétisé le Parlement et les parlementaires, qui sont en effet, comme le dit Captain Rob, devenus plutôt une chambre d'enregistrement. Après, il y en a une partie d'entre eux qui veulent quand même exister à tout prix, et qui sont plutôt des empêcheurs de tourner en rond, on va dire, qu'autre chose. Mais je pense que c'est surtout en fait une machine à décevoir, parce que il y a une personne dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est quand même le Premier ministre. C'est vrai. Et même il est nommé par le président, c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs pour la mise en œuvre. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la France, malgré soi-disant ces institutions qui permettent de la stabilité, qui donnent plein de pouvoirs, etc., c'est un des pays dans lequel il est quand même très compliqué de faire des réformes, et des réformes un peu structurantes. Sur le coup de la stabilité, j'aimerais juste, il y a une petite chose qui m'a marqué quand même quand on préparait l'émission. Après, je vous redonne la parole, je sors un peu de mon rôle, mais c'est en fait, hors période de cohabitation, aucun président de la République n'a été réélu. Parce que De Gaulle en 65... C'est plus que ça. Hein. C'est même plus que... Ouais. En fait, c'est qu'aucune majorité parlementaire n'a été reconduite depuis 78, à part en 2007. Tout à fait. Et encore, en 2007, c'est limite, parce que c'est le terme de la rupture. Ouais. Voilà. Et ça, est-ce que finalement, ça montre que pour vous, la Ve République, elle est pas ça? Tu soulèves une question intéressante, ce qui fait que le temps politique est de 5 ans. Donc ça veut dire que le président de la République, il prend des mesures
qui va mettre en œuvre dans la durée de son quinquennat. Parce que le système actuel empêche de penser le long terme en politique, Anouk ou Captain Rob, comme vous voulez, si quelqu'un, un de vous deux. Oui, je pense que le quinquennat, ça a forcément réduit le temps. Mais en fait, les institutions, elles restent malgré tout fortes, hein, de toute manière, parce que regardez, il y a eu quand même pas mal de défiance au quinquennat précédent, sous Hollande, et pourtant le gouvernement socialiste, il a été maintenu jusqu'au bout, ce qui aurait certainement été impensable sous la 4ème République. Même pour ne rien faire. Parce que c'est vraiment une carte blanche. Oui. Ouais. On nous dit dans Anouk, le je pense chat. que tu avais quelque chose à dire. Ah, vas-y, Anouk. pardon. Non, je te laisse la parole, Anouk, vas-y. Je pense que Allô, le fait je crois qu'il y ait réélection... Vous m'entendez? Ouais. Le fait qu'il y ait Oui, réélection c'est bon. ou non derrière n'empêche pas que pendant 5 ans, ils ont quand même une grosse marge en sachant qu'ils ont la majorité à l'Assemblée. Donc peut-être pas une carte blanche totale, mais quand même une marge de manœuvre qui est importante et peu de risques que ces 5 ans en tout cas soient raccourcis. Alors, on nous dit dans le chat, Je- pour rebondir sur ce qu'a dit Captain Rob, le problème est que contrairement au passé, où le président cumulait fort pouvoir et forte responsabilité, le président dispose aujourd'hui d'un fort pouvoir sans forte responsabilité. Ouais. L'exemple est pris, De Gaulle a démissionné lors de son échec au référendum de 69, tandis que Chirac ne l'a pas fait pour son échec du référendum en 2005. Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation qui était faite du référendum et qu'on a un peu oublié depuis? En fait, pour préciser peut-être, qu'est-ce que vous pensez de la 5e République, telle qu'imaginée par De Gaulle, alors qu'on a un président qui a perdu 2 élections législatives, qui n'a pas démissionné, un autre qui perd une dissolution à référendum qui ne démissionne pas. Est-ce que Mitterrand aurait dû démissionner en 86? Pour regarder ce que nous dit Julien dans le chat. Politiquement peut-être, mais au sens des institutions, non. Il a été élu pour 7 ans. De toute manière, après, forcément, au bout de... Donc en 86, il avait déjà 5 ans de mandat. La popularité c'est un peu effrité. Et d'ailleurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que la campagne, c'est quand même l'alpha et l'oméga de l'actualité pendant plus de 6 mois. Et il n'y a pas que la campagne, il y a quand le président il est élu après. On a un état de grâce présidentiel, maintenant c'est tous les 5 ans, à l'époque c'était tous les 7 ans. Il y a un peu le mythe de l'homme qui est en communion avec la nation tout entière. Il y a eu toute une effervescence politique tous les 5 ans, surtout à Paris, où il y a des jeux de cours, tout le monde essaie d'être ministre, où on essaie d'être conseiller en cabinet ministériel, on va avoir les beaux postes à l'Assemblée nationale. Il y a tous les médias qui présentent sa vie, son œuvre, on nous explique que le gars il a enfin réussi sa vie, que l'élection c'est l'aboutissement d'une carrière réussie. On part à la découverte de ses racines pour comprendre si c'était une victime ou un tyran au CP, si s'est pris des cuites avec les copains à 18 ans, et on nous parle de sa relation compliquée avec son père. Mais en gros, il n'y a rien pour comprendre en fait la politique qu'il devra mener dans les 5 ou 10 ans. Et si je peux comprendre cet enthousiasme général, en fait, je pense que cet état de grâce, il est assez dangereux. Parce que le problème de fond, c'est que, pour moi, le début de la réussite, c'est pas quand on a été élu, c'est à la fin, quand on fait le bilan de la politique qui a été conduite. Et présenter l'élection comme l'apogée du candidat qui a été élu, c'est là que je trouve que c'est dangereux parce que, quand il y a une apogée, il y a un déclin. Et le mojo, on l'a pas pendant 5 ans. Donc, il faut que le président puisse aller très vite sur les réformes majeures, car après, justement, et là, je réponds à la question, la légitimité, elle s'effrite dans le temps. Et quand, à l'époque, on avait des élections législatives qui correspondaient pas au mandat présidentiel, forcément, on se retrouvait en cohabitation, quoi. Sur ce point, ce qui n'est pas si mal d'être en cohabitation. Parce qu'en fait, on est dans un système de fonctionnement qui est à peu près normal, parce qu'on a en réalité un président de la République qui ne gouverne pas, qui ne dispose pas de l'administration, qui n'a pas vraiment de pouvoir réglementaire, qui, même si symboliquement il est soi-disant le chef de la majorité, il n'a pas le droit de s'exprimer devant le Parlement, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi bien d'avoir un Premier ministre qui colle bien à la majorité du gouvernement et puis qui gouverne et qui fait des réformes, quoi. Ça veut dire que la cohabitation, c'est pour toi le fonctionnement normal des institutions, Mathias? Non, je pense que de la 5e, j'ai envie de dire, ça serait le mode de fonctionnement correct.
Mais je pense que les institutions de la 5e, elles sont bancales. Voilà. J'ai peut-être un élément là-dessus. Je pense que c'est le fonctionnement correct parce que précisément la Constitution de 58 est aujourd'hui dévoyée. Si l'article 20 sur le fait que le Premier ministre détermine les conduites politiques de la nation, ça s'appliquait, en fait, il n'y aurait pas besoin de cohabitation. On en revient juste à une mauvaise application en fait, de la Constitution. Qui a été dévoyée, je pense, par l'élection au suffrage universel qui a été instaurée en 62. Et pour rebondir sur ce que disait Captain Rob, moi je suis assez d'accord sur cette question du succès d'un homme politique ou d'une femme politique. En France, l'alpha et l'oméga, c'est l'élection. En Allemagne, j'ai envie de dire, Angela Merkel, 16 ans. Il y a une majorité qui a été reconduite depuis 78. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses, Anouk? C'est là, il y a un gros sujet. Là. Sur la cohabitation, je suis d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui est important, qui devrait peut-être effectivement être le fonctionnement normal. En tout cas, au moins la possibilité d'une cohabitation devrait être le fonctionnement normal. Là, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout. Et du coup, pour revenir à est-ce que les présidents devraient démissionner quand ils perdent un référendum? Oui. Ne serait-ce que parce que ça permettrait de pouvoir revenir à des élections présidentielles et législatives qui sont en décalé et donc qui permettent de revenir un peu plus à l'esprit de la Constitution de la Ve République. On respecte la lettre actuellement, mais pour moi, on n'en respecte plus l'esprit. Et je pense qu'on respecte plus l'esprit aussi parce que, je suis désolé, mais on nous a vendu un peu un mythe. Enfin, le général de Gaulle nous a vendu un peu un mythe, juste en grande partie pour pouvoir être élu et rester au pouvoir, mais la rencontre d'un homme présidentiel avec son peuple, ça n'arrive pas si souvent que ça. Je pense que ce mode de gouvernance très verticale ne correspond plus non plus totalement à notre époque et à ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi un mythe, une vision très négative de la 4e République et de la 3e République qui a été un peu imposée par le général de Gaulle et qui n'est pas totalement vrai d'un point de vue historique. Et puis il y a cette spécificité un peu, enfin, pas le dire comme ça, mais cette assise qu'a le pouvoir exécutif aujourd'hui sur le pouvoir législatif. Alors, on en a déjà évidemment un peu parlé, mais est-ce que c'est normal dans une démocratie à l'occidentale d'avoir cet exécutif qui, à ce point-là, domine, entre guillemets, le pouvoir législatif? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un exemple parmi tant d'autres? Est-ce que c'est une spécificité à la française? Je vous donne la parole. Anouk, je t'écoute. Non, moi, cette assise pour moi sur le pouvoir législatif, elle est anormale, mais c'est ce que je disais. Je pense que vraiment, ce couplage des deux élections, pour moi, est fondamentalement problématique. Et je suis d'accord avec ce que Mathias disait sur le fait qu'on nous a vendu un mythe avec cette 5e République. Mais je pense que au-delà du mythe, en plus, on la rend encore plus problématique avec le fonctionnement qu'on lui a imposé maintenant. Je suis un peu en désaccord avec vous deux. Je vous rejoins sur l'aspect mythe. Et d'ailleurs, il continue d'être cultivé, ce mythe, même si on n'est pas tous ne sont pas à la hauteur de Gaulle. Mais oui, la 5e République a été taillée pour son costume, mais en même temps, il faut quand même se souvenir que De Gaulle a été profondément marqué et même traumatisé par la débâcle de 40, qui n'était pas seulement militaire, mais qui était aussi morale et politique, et qui était due à ce régime d'assemblée avec cette forte instabilité gouvernementale et à cette absence d'incarnation. Donc je pense que De Gaulle, il avait quand même ça aussi en tête quand il a voulu des institutions beaucoup plus fortes. Et d'ailleurs, il est revenu en 58 dans un contexte de crise, encore une fois. Oui, alors, on ne va pas revenir sur cette histoire de responsabilité du chef de l'État. Ce qui était pertinent à l'époque ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ah oui, là par contre, oui. Je vous rejoins. Et Avocato nous dit que ce n'est pas une constitution de crise faite dans l'urgence, c'est la synthèse de 200 ans de pratique parlementaire et 1500 de monarchie. Qu'est-ce que tu voulais dire, IDB? Anouk a été en train de parler pendant qu'Adrien parlait, en fait, et je sais pas. Oui, désolé, du coup. Ah, pardon. Vas-y, Anouk, tu veux reprendre la main. Allô. Non, je voulais juste dire que voilà, ce qui avait été pertinent à l'époque n'était plus forcément aujourd'hui, c'est tout. C'est juste pour rebondir. J'aimerais juste quand même qu'on revienne quand même, parce qu'il y a deux choses qu'on aimerait traiter ici. C'est parce que on a le pouvoir en France entre l'exécutif et le législatif.
Et au sein de l'exécutif, il y a aussi 2 têtes, le président et le Premier ministre. Je Mmh. pense qu'on n'a pas fait le tour de la question législative. Que D'accord. la Constitution, l'article 34C de la Constitution dit: «C'est le parlement qui vote la loi». Bon, c'est une affirmation peut-être plus qu'un fait réel. Dans les faits, le parlement, il entérine la volonté gouvernementale. Le gouvernement, il découle de la volonté du président et en plus, il y a le fait majoritaire. Mmh. Mais quand même, le parlement, il a du pouvoir. Il a voté, il y a une initiative sur quelques lois, je pense à la loi Neuwirth sur la contraception, la loi Michel sur le Pacs, la LOLF, et il y a aussi un contrôle, un pouvoir. Est-ce que vous pensez vraiment que, comme le mot a été lâché tout à l'heure par Captain Rob, donc je vais peut-être te donner la possibilité de rebondir là-dessus. Est-ce que le Parlement, ou soit c'est qu'un République, n'est qu'une chambre d'enregistrement, vraiment? Depuis la réforme de 2008, il y a quand même des choses. C'est peut-être un cliché de dire ça, non? Officiellement, dans les institutions, non. Mais dans la pratique, je reviens encore une fois sur ce que Anouk disait, la proximité entre le quinquennat du président et le quinquennat, enfin la législature, fait qu'il y a des intérêts alignés. Donc forcément, les députés de la majorité ne veulent pas trop se mouiller, parce que certains ont envie d'être ministres, certains ont envie d'avoir les beaux postes qui vont bien. Et enfin, en tout cas, de mon temps, quand j'étais à l'Assemblée, la majorité, en fait, elle pouvait rien faire parce qu'à chaque fois, elle s'en remettait au gouvernement, sauf exception ou sauf cas particulier. On avait les frondeurs, ou sinon, ça dépend aussi du leadership en fait des députés. Il y a certains des députés qui vont avoir assez de pouvoir pour vraiment faire peser une décision et pour vraiment embarquer avec eux sur une proposition de loi, un sujet. Mais ça reste quand même très rare. Dans tout ce qui est projet de loi de finances, projet de loi de financement, chaque année, le gouvernement, il a toujours le dernier mot par voie d'amendement. Les députés sont quand même peu écoutés. Et donc, en gros, on a cette majorité qui peut rien faire parce qu'elle sort du gouvernement, et on a cette opposition qui, à part faire des coups d'éclat dans l'hémicycle ou des coups politiques pour un peu se faire voir, enfin, ça va être des coups d'épée dans l'eau parce que derrière, ils ont aucun poids, quoi. Mathias, t'es d'accord avec ça? Je pense que le système politique dans lequel on vit, en effet, la majorité parlementaire ne peut pas se permettre d'être trop en décalage avec le gouvernement. Ils se tiennent un peu de... C'est plus politique qu'institutionnel, à mon sens. Oui, parce qu'en soi, ça devrait être l'Assemblée qui devrait avoir le pouvoir sur le gouvernement. L'Assemblée et le Premier ministre. Voilà. Bah oui, mais mais si on prend le gouvernement en tant que tout, il est responsable politiquement face à l'Assemblée, si je dis pas de bêtises. Oui. En revanche, pas face au président, quoi. Donc. Non. Et normalement, le président n'est pas responsable devant l'Assemblée et comme disait l'article 20, il ne détermine pas la politique de la nation et ainsi de suite. Donc normalement, le président à la Constitution de 58, il ne sert pas à grand-chose quand même dans le fond, sauf en période de crise. Sinon, il ne sert pas à grand-chose. Toi, tu voudrais un rôle plus prépondérant pour le Premier ministre? Quel serait... je vais spoiler la dernière partie, mais tu as l'air de nous dire que ça marcherait mieux si le Premier ministre était plus puissant. Je pense que on a, enfin, la dichotomie PMPR, enfin, j'ai du mal avec cette appellation. Disons que je suis pour un chef de gouvernement fort qui gouverne et qui assume son rôle de chef de gouvernement. Voilà. Un régime parlementaire un peu plus classique. C'est quoi la différence? Moi, je vous pose la question un peu bêtement, mais quelle différence quand on a un système parlementaire avec un Premier ministre qui va tout diriger, avec notre système à nous, où c'est le président qui s'occupe de ça? Finalement, est-ce qu'on pourrait pas juste appeler le président Premier ministre et puis basta? C'est une vraie question, hein, je vous la pose. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est Anouk, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Oui, c'est vrai. Anouk. Pour moi, la grosse différence, c'est la responsabilité. Ça a été dit, hein, c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Et donc, là, en l'occurrence, c'est ça que ça changerait fondamentalement pour moi. Et je voulais juste revenir sur ce que tu demandais tout à l'heure, Alexis, sur est-ce que le Parlement est juste une chambre d'enregistrement? Pour moi, oui, trop souvent, c'est juste une chambre d'enregistrement et les exceptions, elles ne restent que des exceptions. Je pense que on peut en effet juste supprimer le rôle de Premier ministre et avoir le président qui cumule les pouvoirs du PR actuel plus du PM en quelque sorte, sans forcément la responsabilité devant le Parlement. C'est un peu le système à l'américaine en quelque sorte. Voilà. Moi, je suis pas fanat de cette articulation-là parce que je trouve que ça renforce la polarisation de la vie politique autour de deux grands partis qui vont s'échanger les choses et autour de la figure de l'homme présidentiel.
Et pour moi, c'est deux points qui ne correspondent plus vraiment à notre époque, qui manquent de progressisme et de modernité, et qui ne permettent pas de faire des réformes en profondeur de manière apaisée. C'est plutôt une façon vraiment de polariser. On voit ce que ça donne aujourd'hui. J'ai peut-être une question, à moins que quelqu'un veuille rebondir, mais sinon j'ai une question, parce que je vois dans le chat, quelqu'un nous parle de concrétiser un régime parlementaire efficace, puisque certains parlent de régime parlementaire, mais quand on regarde certains régimes parlementaires autour de nous, comme l'Espagne et l'Italie, sont parfois restés sans gouvernement pendant des mois. Mais on est bien d'accord, je ne veux pas entrer dans un débat très droit constit pour savoir si on a un régime présidentiel, parlementaire, semi-présidentiel, etc. Mais la France, le gouvernement étant responsable devant le Parlement, on est dans un régime parlementaire, non? Donc c'est pour ça quand Adrien dit pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas le président de la République Premier ministre et basta? Parce qu'il faut qu'il... Mais on est dans un régime parlementaire parce qu'il y a à la fois la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, mais il ne faut pas oublier le contrepoids qui est la dissolution. C'est les caractéristiques du régime parlementaire. Mais si on cumule les deux têtes, enfin, si on fusionne l'exécutif bicéphale, en Angleterre, par exemple, on a quand même un chef d'État qui, même s'il n'a que des pouvoirs symboliques, qui est quand même au-dessus de la nation, au-dessus des partis. Et là, ça veut dire qu'on aurait juste une personne qui rentre dans l'arène, mais qui ne serait pas au-dessus, en fait. Et c'est malheureusement ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a une désacralisation aujourd'hui du président. C'est qu'on a aujourd'hui un président de la République qui s'occupe des choses, de choses parfois triviales ou immédiates, et qui devrait normalement plutôt revenir au gouvernement et lui se concentrer plus sur des aspects généraux, quoi. Et en effet, aux États-Unis, c'est un régime présidentielle, mais c'est quand même c'est un autre type de séparation des pouvoirs qui est beaucoup plus strict, où on a à la fois un président très fort, mais on a aussi un Congrès qui est très fort. Et par exemple, une décision de politique étrangère, elle ne peut pas être prise sans l'aval du Congrès, ce qui en France est tout à fait possible en fait. Tout à fait. Le problème, je pense qu'en effet, sans rentrer dans les détails et jouer sur les mots, le vrai problème, c'est que la 5e, c'est un régime bâtard, qui est ni vraiment parlementaire, ni vraiment présidentiel, et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. En faisant les recherches, je ne voulais pas entrer trop dans les détails, mais un pays qui a un régime parlementaire, mais où le chef de l'État est élu et a des vrais pouvoirs, parce que par exemple, en Finlande, le chef de l'État, il est élu, mais il n'a pas beaucoup de pouvoir, comme dans d'autres... voilà. Et l'autre pays qui est proche du nôtre, c'est la Russie. Voilà. Donc, est-ce que ça montre une sorte de manque de maturité démocratique, un pouvoir où le président de la République est élu, mais c'est aussi un régime parlementaire à côté? Je caricature, c'est la Russie. Voilà. Et je ne sais pas si je préempte la suite, mais vu que tu as mentionné la question du chat là, sur l'Espagne et l'Italie, je pense que le régime parlementaire, ça s'apprend aussi. Oui, l'Espagne et l'Italie sont restés des mois sans gouvernement. La Belgique aussi, pendant un an, je crois, sans gouvernement. Plusieurs fois d'ailleurs, non? Oui, plusieurs fois. Ils sont au final pas si mal tirés, donc ce qui pose quand même des questions sur l'utilité profonde d'un gouvernement. Deuxièmement, après, il y a des régimes parlementaires qui fonctionnent avec beaucoup plus de stabilité autour de nous, que ce soit le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Je voudrais quand même rebondir sur des petites choses qui ont été dites jusque-là. Tout à l'heure, on parlait de la majorité au Parlement, donc qui était acquise à en tout cas, une espèce de fait politique qui fait qu'effectivement, on parle même souvent de majorité présidentielle, ce qui veut bien dire déjà quelque chose. On a parlé du quinquennat, on a parlé de ce président qui, à la fois, englobe les deux têtes de l'exécutif, mais aussi, finalement, par son influence, le pouvoir législatif. Et on a relié les élections même dans le temps. Est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui que l'élection présidentielle et les élections législatives sont véritablement deux élections différentes? Et je vais donner la parole à Anouk, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Anouk? Pas dit. On parle en France de régime semi-présidentiel, ça donne l'impression qu'on est aussi en semi-parlementaire, et pourtant j'ai tendance à croire qu'on est dans un régime présidentialiste où l'élection présidentielle domine, l'élection législative suit, avec encore moins de participation, et ça ne bougera pas tant que les deux élections resteront. Juste parce que je vois dans le chat, je suis assez d'accord avec ce que dit Anouk. Le problème qu'on a, c'est que certes, il y a la dissolution et la responsabilité devant le Parlement, sauf que ce n'est pas les mêmes personnes qui l'ont. Enfin, on a une personne qui a la dissolution, mais qui n'est pas responsable devant le Parlement et qui est le suffrage universel, c'est le président. Et on a un Premier ministre qui, lui, est responsable, mais qui n'a pas de pouvoir de dissolution. Donc, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu bizarre et original comme système. Et puis, il ne faut pas oublier
c'est Pompidou qui avait qualifié la Ve République de régime bâtard, à la fois présidentiel et à la fois parlementaire. Voilà. Ils faisaient du en même temps, en fait. Captain Rob, à part rire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je ne fais que rire. Non, je rejoins Anouk aussi, parce que je pense que les élections législatives, ça suit en fait les élections présidentielles. On l'a dit encore tout à l'heure sur l'aspect calendaire qui est assez rapproché. Après, les personnes en général qui votent en mai, elles vont pas voter l'inverse en juin. Il ne s'est pas passé assez de choses pour qu'elles changent d'avis ou qu'elles évoluent sur le personnage. Je pense que ce qui pourrait changer, sinon, c'est aussi un cataclysme. C'est par exemple Marine Le Pen qui est élue présidente de la République, où là, il y aurait peut-être un soubresaut, enfin il y aurait une réponse, je pense, en un mois, où on essaierait peut-être pour la première fois dans le quinquennat d'avoir une cohabitation et d'essayer d'avoir une majorité différente du Front National, enfin du Rassemblement National. Je vous propose parce qu'on y est déjà un peu, on va être dans notre dernière partie, ça vous va, qui est sur la possible refonte du rôle du président. Et moi, j'aimerais attaquer directement en te demandant, Anouk, si la solution, finalement, parce que là, on parle du rôle du Premier ministre, le Parlement, le fait que l'élection présidentielle, est-ce que la solution, ça ne serait pas d'inverser le calendrier et de faire voter pour l'élection législative avant l'élection présidentielle? Est-ce que si la majorité au Parlement est élue avant le président, est-ce que ça changerait tout ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça qu'on entend un peu partout, notamment j'aimerais bien entendre l'avis d'Anouk sur la question. Pour moi, la solution, ce ne serait pas d'inverser, ce serait de séparer vraiment, de donner un vrai temps entre les deux pour permettre d'évaluer le travail qu'a conduit le gouvernement et le travail qu'ont conduit les parlementaires indépendamment et pouvoir s'en servir, en fait, comme d'une certaine façon de les mettre face à leurs actions et de faire une évaluation de mi-mandat, pourquoi pas, ou en cours de route. Et au lieu de simplement avoir la potentielle réélection au bout de 5 ans, avoir une façon de vérifier et de leur dire ce que, enfin pour les Français, en tout cas pour le peuple, de leur dire ce qu'ils ont pensé de la politique qui a été conduite. On va faire comme Jean-Marc Governatori, la politique fiction. Voilà, on fait de la politique fiction là, donc qu'est-ce que vous en pensez, Captain Rob, peut-être et puis après, on lira aussi le chat, qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Moi, j'en pense juste que j'aimerais bien ne pas faire comme Jean-Marc Governatori. Très bien. Je suis assez d'accord avec Anouk. Je pense qu'il faudrait vraiment séparer les deux. Elle parlait d'évaluation tout à l'heure, ça me fait penser aussi quand même que le Parlement ne fait pas que voter les lois, il contrôle l'action du gouvernement. Et peut-être qu'en ayant vraiment des temps séparés, il y aurait un meilleur contrôle aussi. J'ai pas d'idée après sur le fait de si c'était rapproché, si on inversait le calendrier. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui ça reste quand même l'élection présidentielle qui est l'alpha et l'oméga, donc je pense que ça ferait partie en fait de la campagne présidentielle. Il n'y aura pas une campagne législative dédiée. On nous dit dans le chat qu'on peinerait probablement avec une telle inversion, ou en tout cas un tel espacement, à trouver une majorité stable, d'autant plus avec l'éclatement des grands partis traditionnels. Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas une instabilité comme on voulait éviter justement avec la Ve République en faisant ça? Mais si je peux me permettre, on voit bien que l'instabilité, elle existe dans la Ve République. Parce que toutes les majorités sortantes, depuis 1978, ont été balayées. Voilà. Il n'y a aucune majorité qui a été reconduite et qui peut permettre d'avoir des réformes en profondeur sur le long terme. Voilà. Et je suis désolé, si on reprend en plus la 4e République, oui, à la fin c'était l'instable, mais je pense que n'importe quel régime présidentiel, enfin n'importe quel régime politique, y compris présidentiel, je suis désolé, ce serait brisé sur la guerre d'Algérie, sur ce qu'elle représentait. Parce que la 4e, malgré toute son instabilité présumée, c'est quand même justement par la force du compromis qu'oblige le régime parlementaire, comme dans le régime allemand, où quand on est dans un régime parlementaire avec de la proportionnelle, on est obligé de faire des compromis et d'avoir une certaine maturité. Ça a permis la reconstruction, ça a permis la création de la sécurité sociale, ça a permis la décolonisation de toute l'Indochine, plus une partie de l'Afrique du Nord. Enfin, c'est pas n'importe quoi non plus, quoi. Donc, je clôt la perspective historique là et je réagis un peu sur la question d'Alexis. On peut inverser les deux élections. Pour moi, ça ne règle pas le problème, que je pense qu'il faut aussi changer l'élection législative en mettant un peu proportionnel dedans pour avoir de la représentativité, parce qu'aujourd'hui on a un système
d'élections législatives qui est un peu comme la présidentielle, qui conduit à créer de fausses majorités en termes de légitimité politique. Et si tu mets l'élection législative avant la présidentielle, j'ai envie de dire, tu n'as plus vraiment besoin de la présidentielle après. En tout cas, Et comme dit Camucato, ça amoindrirait le poids du politique du président de la République. Mais est-ce que ça ne serait pas une solution? Parce qu'en fait, est-ce que tu vois ça comme une bonne chose ou une mauvaise chose, justement, quand tu dis est-ce qu'on a besoin de l'élection présidentielle? Moi, je pense que si tu fais en effet une élection législative avant avec de la proportionnelle, tu n'as plus besoin de l'élection présidentielle au suffrage universel. Ou tu l'as, mais tu cantonnes le président en effet à son rôle je sais pas, enfin, comme le président de la République fédérale allemande, quoi. Il fait des discours, il va voir les anciens combattants, c'est bien. Il y a peut-être une culture du zapping, tout simplement. Enfin, je pense qu'elle était déjà là à l'époque, puisque depuis 78, c'est déjà prégnant, mais qui se renforce aujourd'hui parce que on a de plus en plus vite, on a des attentes, on n'est pas content, on change. Mais en tout cas, globalement, c'est vrai que ça donne le sentiment que c'est toujours un peu la même rengaine. Quel que soit le mandat, quel que soit le type, on se rend compte qu'à chaque fois que gouverner, c'est pas si simple, il faut composer avec la majorité. D'ailleurs, on n'a parlé que des rapports entre exécutif et législatif, mais il ne faut pas oublier aussi tous les rapports en dehors. Le pouvoir politique est aujourd'hui pas mal, enfin, le poids politique est aussi pas mal dilué. Il y a les corps constitués, il y a les partenaires sociaux, il y a les capacités de blocage de l'administration. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est instable. Et là où je suis pas trop d'accord avec Mathias, c'est qu'il y a une instabilité qui est de mandat à mandat, mais dans la 3e et 4e République, alors oui, au prix de certains compromis, il y a eu des avancées, mais globalement, c'était le bordel. Le gouvernement changeait tout le temps. Il y avait une grosse instabilité gouvernementale qu'on n'avait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans une instabilité ministérielle. Anouk, peut-être sur ce point ou plus globalement? Que ce soit risque de cohabitation ou risque d'instabilité, je trouve que c'est des choses qui valent le coup d'être courues. L'instabilité, au pire, on se retrouve sans gouvernement, on l'a dit, ça se tient. Peut-être même que ça nous fera réaliser qu'on n'a pas forcément besoin de ça et qu'on peut très bien fonctionner sans. Et le risque de cohabitation, ça permettrait de mieux rééquilibrer le couple président-premier ministre. Donc c'est quelque chose que je vois pas comme négatif non plus. Parce que là, on est quand même assez tous d'accord pour dire qu'il faut que les choses changent, mais il y a aussi des personnes, notamment des personnes qui sont au gouvernement. Je pense à Clément Beaune, dans un entretien donné au Monde le 23 août, le secrétaire d'État aux Affaires européennes a affirmé, entre autres, parce que c'était pas sur ça vraiment, il a dit « En France, on a besoin d'une parole présidentielle forte, d'une verticalité qui a l'avantage de l'efficacité. » Alors, je ne veux pas revenir sur le sujet est-ce que c'est trop vertical ou quoi ou qu'est-ce, mais qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, tiens, Captain Rob, qu'est-ce que ça t'inspire, cette citation de Clément Beaune? Parce que quand même, tu avais l'air de dire quelque chose d'assez différent auparavant. Je trouve que ça pose des questions parce qu'on est un peu indécis là-dessus, voire schizophrène. Il y a toute la question qui revient sans cesse, est-ce qu'il faut plus de verticalité ou est-ce qu'il faut plus d'horizontalité? Les débats semblent montrer qu'on demande plus d'autorité, mais en même temps, on veut plus de participation citoyenne, ce qui montre aussi que c'est Mathias qui le disait tout à l'heure, il y a un besoin de renouveau, il y a besoin d'une modernisation. Comment on fait pour que les gens aient plus ce sentiment de compter dans la vie politique ou dans l'élaboration de la loi, et pas seulement en votant une fois de temps en temps, comme ça a été décidé il y a 60 ans, et dans une société qui était à l'époque beaucoup plus patriarcale, hiérarchique, et en plus où l'instruction était moins forte. Aujourd'hui, on décrypte quand même beaucoup plus facilement les choses, donc je pense qu'il faut trouver l'articulation entre les deux. Tu parles de modernisation, là. Moi, j'ai une question qu'on n'a pas encore abordée et qui pourtant me paraît importante. Pourquoi une seule personne à la présidence de la République? On a 577 députés et 348 sénateurs pour représenter le pouvoir législatif et une personne à la tête de l'exécutif. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer autre chose ici? Anouk? Ouais, je vais déjà revenir rapidement juste sur la citation qui a été donnée tout à l'heure, avec tout le respect que je lui dois. Il parle en disant « on ». Alors lui peut-être, mais moi je ne m'inclus pas. Un peu présomptueux d'inclure supposément tous les Français dans sa citation.
Quant à la question de pourquoi une seule personne, pourquoi pas plus, si on était sur de la proportionnelle, il y aurait plus de monde. Si on se passait du rôle de président, il y aurait plus de monde. Si on se passait du gouvernement, il y aurait le monde. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Je n'irai peut-être pas aussi loin, mais je suis assez d'accord sur le fond. Je pense qu'au-delà de la question, en effet, de la seule question du président de la République, moi, je pense qu'on a besoin d'un renouveau assez en profondeur de notre gouvernance démocratique, que ce soit les modalités d'élection au Parlement avec plus de proportionnel, que ce soit plus de transparence pour gagner un peu une culture du compromis. Ce qui permettrait aussi, à mon avis, de réhabiliter un peu le référendum et la démocratie directe et de responsabiliser un peu plus les citoyens. Aujourd'hui, on s'interdit totalement cet outil du référendum et de la démocratie directe parce qu'on a le président qui voit ça comme un plébiscite. Or, si on a des référendums d'initiative populaire organisés par des citoyens un peu à la mode suisse, alors moins souvent parce qu'il y en a trop, un peu à la mode suisse, cette question du plébiscite, elle disparaît et on gagne un outil de représentativité et d'association des citoyens à la décision quotidienne qu'on a perdu aujourd'hui. On va peut-être, ça fait déjà plus d'une heure qu'on débat, il y a plein de choses que j'aurais aimé aborder, notamment le 49.3, plein de choses comme ça, sur la vie au Conseil de 2008, on aurait pu parler plus sur le rôle du président, mais peut-être de la vraie politique fiction là pour conclure, vraiment à fond. On a introduit, enfin, en partie introduit en disant qu'il y a des candidats qui nous parlent de révision, voilà. Mais il y a quand même un parti qui est assez haut dans les sondages, qui est la France Insoumise, qui parle depuis assez longtemps d'ailleurs d'une 6e République. Et là, je vais vous laisser chacun, à la façon un peu des débats, vous avez 1 minute 30 pour vous vendre. Comment imagineriez-vous le rôle du président dans la 6e République? Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui serait souhaitable? Quel type de régime pourrait-on imaginer dans la 6e République? Là, je ne vais pas donner la parole à quelqu'un, je vais laisser la première personne qui veut parler, prendre le micro et puis se lancer dans sa diatribe pour ou contre la 6e République. Contre. D'accord, mais maintenant, tu as 1 minute 30, donc il va falloir... Non, parce que je pense qu'en fait, c'est un mantra qui est, dont on parle depuis des années, mais derrière, il y a quand même des postures politiciennes. Cette question du statut du chef de l'État, elle doit être prise en compte dans des réflexions bien plus larges. Et c'est lié aussi, et on en a parlé, hein, c'est lié à la direction qu'on souhaite donner plus généralement à notre démocratie. Et cette démocratie, c'est pour ça que c'est beaucoup plus global. Elle arrive c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, hein, mais on arrive comme à la fin d'un cycle, à la bout de souffle. Et d'ailleurs, c'est même pas la démocratie, c'est même tout de manière plus globale. Nous, notre génération, on vit comme des moments de profonde transformation, la révolution numérique, la révolution écologique. On vit dans une crise sociale, on a une crise morale, on a plein de gens qui ne croient pas en l'avenir. On en parlait aussi tout à l'heure, on a un affaiblissement de toutes les structures d'encadrement traditionnelles comme les grands partis, les grands syndicats. Donc c'est pas forcément une crise politique, c'est une crise du politique. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale et pas juste sauter comme un cabri et parler de 6e République. Un cabri, la référence. Merci, peut-être d'ailleurs merci pour le follow, pour ceux qui nous ont follow pendant le live, Alex, Sergio et merci pour le follow Eddy. B2N2B dit go Captain Rob, donc je pense qu'elle est d'accord. Mathias peut-être sur cette question de la 6e République et quelle forme? Moi je pense en effet il ne faut pas s'arrêter à une question de chiffres, que ce soit 5 bis, 6, 6,5, peu importe. L'important c'est pour moi de responsabiliser davantage nos citoyens, de sortir un peu de ce mythe de l'homme présidentiel, du président thaumaturge qui va guérir tous les maux de la France et rendre heureux les citoyens français en étant élus une fois tous les 5 ans. Et je pense qu'il faut gagner en maturité en fait dans nos élections, dans nos modes de gouvernance, avec des modes de gouvernance qui correspondent plus au niveau d'éducation et plus aux attentes des concitoyens, et qui passent par en effet plus de diversité au Parlement, avec de la proportionnelle, un gouvernement qui est vraiment responsable devant ce Parlement,
et plus de démocratie directe à travers un référendum un peu revisité et au final, du coup, un président chef de l'État qui est surtout là pour être gardien des institutions et mais pas gouverner au quotidien, ce qui est pour moi le rôle du chef du gouvernement. Merci beaucoup, Anouk, Très bien, peut-être aussi sur ce sujet. Ouais, je vais continuer dans la lancée de ce qui a été dit. Je pense également que la solution, c'est pas une sixième république, c'est pas de changer le nom, c'est de changer le fonctionnement fondamental du système. Je m'intéresse de plus en plus à l'anarchie et j'y vois des possibilités pour les électeurs, pour les Français d'agir un peu plus concrètement et d'être acteurs et d'être représentés sans déléguer leur pouvoir et de pouvoir vraiment participer activement à construire la politique du pays dans lequel ils vivent. Très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut en rester là Vous avez pour un dernier mot dans le chat, aujourd'hui. quelque Si vous chose, souhaitez messieurs peut-être une dernière question. Moi, je suis juste frappé quand même par les paradoxes. Enfin, on a des Français qui sont sceptiques et qui croient plus en leurs représentants, mais ça les empêche pas d'apprécier leurs députés ou leurs maires. Il y a plus vraiment de croyance en la France, mais c'est plus des croyances individualistes. Et l'autre fait contradictoire, c'est aussi on dit que les Français se désintéressent de la politique, alors que sur les réseaux sociaux émergent plein de nouveaux modes de discussion. On a une partie quand même aussi de la jeunesse qui veut se réapproprier le champ politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ce soir en discutant. Donc voilà, je finirai là-dessus. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir débattu avec nous aujourd'hui. Malgré les quelques petits soucis techniques, on est très content de vous avoir eu. Merci à tous ceux qui sont dans le chat également et qui ont eux-mêmes bien débattu. Alors, on n'a pas pu lire toutes vos questions, évidemment. On essaiera de plus en plus de vous intégrer encore plus au débat, évidemment. En tout cas, on est ravis d'avoir commencé cette saison avec cette première émission politique. Et à n'en point douter, beaucoup des questions qu'on a évoquées aujourd'hui seront réévoquées au fur et à mesure de cette campagne électorale. Et en tout cas, on aura probablement l'occasion d'approfondir certains de ces thèmes. IDB? Et en parlant de thèmes qu'on va pouvoir approfondir, en complément assez naturel peut-être au débat d'aujourd'hui, l'émission de la semaine j'ai oublié la date, mais dans 2 semaines, 27. Du 27, pardon. Ce sera donc les primaires, voilà, cette élection qui précède celle, par exemple, de la présidentielle. J'espère que ça vous motivera à peut-être participer. Quoi d'autre, Alexis? Non, oui, on va parler des primaires. Donc, rappelle que si vous voulez, comme Anouk, Captain Rob et Mathias, participer et débattre entre vous avec nous, avec le chat, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, notamment ceux que j'ai évoqués en début d'émission, donc Twitter et Facebook principalement. On compte sur vous, c'est vous qui faites vivre le débat. Quoi d'autre? Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va faire quelque chose d'un peu différent parce qu'on va revenir sur 2 thèmes d'actualité. On va communiquer sur les réseaux sociaux un peu plus sur les modalités cette semaine. On va revenir avec vous. Enfin, on revient vers vous sur ce sujet très vite parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu entre nous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Anouk. Merci beaucoup Captain Rob. Merci beaucoup Mathias. On se trouve un débat très intéressant. Beaucoup de choses qui ont été dites. Alors malheureusement, on n'a pas pu parler de tout. Évidemment, c'est qu'un sujet comme ça, on aurait pu faire un débat de 4 heures, mais je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour du sujet. Donc, merci de votre disponibilité. Et merci dans le chat d'avoir réagi. Donc, Alexis paye son coup. Ah bon, je ne savais pas, Carac, mais en tout cas, je vous propose qu'on termine là-dessus. Salut à tous, merci beaucoup. Merci à tous, salut. Salut. Bye, bonne soirée. Merci.